collègues, mesdames, messieurs, si vous voulez bien, on va démarrer ce conseil communautaire. Je sais que certains sont impatients parce qu'il y a un match de foot, paraît-il. Il y a le Barça qui joue. Alors, je ne sais pas contre qui. J'ai du mal à prononcer ça maintenant, en tant que supporter de l'OM. Donc, bien sûr, je salue Mme Pfeiffer et puis je salue la présence du Républicain Lorrain à travers la présence d'Emmanuel de Rosa. Donc, si vous le voulez bien, comme d'habitude, je vais vous présenter les nouveaux agents et je vous présente donc, notamment ce soir Angélique Montguillon qui travaille à la réserve naturelle à l'étang-de-Mende. Donc, comme ça, tout le monde peut la voir et la découvrir. Donc, Angélique, merci d'être présente. Tu n'es pas obligé de rester jusqu'à la fin du conseil. Donc, si tu veux rentrer, tu peux le faire. Voilà. Et tu peux partir quand tu veux. En tous les cas, merci. Permettez-moi aussi de vous demander de pouvoir ajouter 3 points. Donc, le compte de gestion 2012 du percepteur est arrivé à la communauté de communes le 27 mars. Donc, je souhaiterais que nous puissions le rajouter. Je souhaitais aussi qu'on puisse discuter de la reprise de la petite Carcassonne. Aujourd'hui, vous savez que la petite Carcassonne, depuis 4-5 ans, voire même 4-5 ans, n'est plus utilisée, n'est plus en service. Et donc, j'ai été rencontrer M. Montovani. Je trouvais la démarche intéressante. Pourquoi? Parce que ça nous permet d'une part de commencer à réfléchir sur la restauration et d'autre part, ça va permettre à notre office de tourisme de ne pas attendre 2017 ou 2018 pour commencer à contacter des tours opérateurs. Donc, je voulais discuter un peu plus loin de ce point avec vous et rajouter un point où la 5e commission vous donne un avis sur le document d'orientation et d'objectifs, document du SCOT. Donc certains étaient à la réunion qui s'est tenue il y a une quinzaine de jours. On a la 5e commission qui est en charge de l'aménagement du territoire s'est positionnée et a réfléchi sur le sujet. Donc je voulais qu'on entérine d'une manière un peu plus officielle ce positionnement. Je tenais également à vous rappeler la fête d'ouverture de la citadelle le 4 mai. Bien sûr, l'inauguration du marché au vin le 13, c'est-à-dire samedi prochain. Et nous inaugurerons également le CTE le 18 mai. Donc le 18 mai à 11h, c'est un samedi matin. Étant donné que les financeurs ne sont pas très nombreux, nous ferons un peu ça entre nous et ça permettra à un moment donné, à l'issue de l'inauguration entre guillemets officielle, d'une part que chacun d'entre vous puisse voir le bâtiment, mais aussi de partager un moment de convivialité. Voilà. Donc je pense que chacun a signé la feuille de présence. Donc il y a des procurations. Donc Gérard Taïs à Michel Blanc, Pierre Jacques à Nicole Cortez, Philippe Delazer à M. Dubuisson Daniel, Brigitte Garcy à M. Wagner et également Michel Erga à Jean-Marie Cridel. Il nous faut également désigner un secrétaire de séance, Isabelle étant présente. Isabelle, es-tu d'accord?
Voilà, donc si vous voulez bien, nous allons démarrer ce conseil communautaire. Permettez-moi de revenir sur ce qui s'est passé lors du DOB, lorsque nous avons évoqué le nombre de représentants, de étangerants notamment. Si je peux comprendre le positionnement de André Hens, lorsque, dans nos réunions préalables, nous avions arrêté un certain nombre, c'est-à-dire nous avions arrêté 7 délégués, mais sur un nombre de délégués au total inférieur aux 47. Je comprends également la démarche de Jackie Tormen. Et donc moi ce soir je voulais m'adresser aux étangeois. Et je profite donc de la présence de la presse et bien sûr de notre télé sur le web. Aujourd'hui, la commune de Étanges a effectivement 2 délégués, comme toutes les autres communes. Si les conseils municipaux de chacune de nos communes le décident, en 2014, Étanges aura 6 délégués. 3 fois plus qu'aujourd'hui. Et quand je regarde, parce que j'ai quand même regardé, quand je regarde l'argent investi sur Étangement, je veux dire, aujourd'hui, bon an, mal an, une fois qu'on enlève le reversement de la commune, on est sur 7 millions d'euros d'investis. D'investis à Étangement. Alors bien sûr, le multi-accueil n'est pas seulement pour les Étangeois, j'en conviens. Mais la part sur la voirie, c'est quand même le cadre de vie des Étangeois. Aujourd'hui, depuis 2007, la commune de Étanges a bénéficié d'environ 370 000 euros de fonds de concours. 90 000 euros de fonds de concours. Et pour vous donner juste un exemple, la commune de Zoufgen, depuis 1996, donc depuis 1986, nous avons bénéficié de 370 000. Donc je pense que les proportions sont quand même conservées. Et lorsque je parle de 7 millions, je ne parle pas de travaux d'assainissement. L'assainissement est en dehors de ça. Donc moi je pense que les Étangeois ont été très bien défendus à 2, seront encore défendus par 2 délégués pour l'année qui vient, mais ils continueront à être bien défendus lorsqu'ils seront à 6. Et j'attire l'attention parce que je pense que à Étanges, c'est quand même une commune de 8000 habitants, je voudrais mettre en garde ceux qui, à 1 an d'un scrutin municipal, voudraient enfourcher ce cheval de bataille. La seule erreur qu'ils pourraient faire, c'est de mettre en marge la commune de Étanges par rapport aux autres communes. Alors qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas dans notre fonctionnement, et je suis sûr que demain, ça ne sera toujours pas le cas. Voilà, donc je pense il me semblait important quand même de revenir sur ce sujet, et puis nous verrons bien ce que les différents conseils municipaux vont faire. Voilà, et puis j'en avais parlé lors d'une visite à Zoufgen. Je pense, et je souhaiterais, enfin si c'est possible, qu'à l'avenir, notre quotidien local relate les faits. Mais je ne suis pas sûr que ce soit son travail de les commenter. Voilà.
Donc si vous voulez bien, mes chers collègues, nous allons rentrer dans ce, nous allons rentrer dans ce conseil communautaire, nous allons parler du budget, et puis je tenais à mettre en avant Lucien Klein, qui était un des pionniers, nous a ramené le vote du premier budget, qui s'élevait à 800 000 francs. Donc les temps et les compétences ont énormément changé. En tous les cas, merci Lucien pour cette image d'archive. Je ne l'avais jamais vue. Alors, peut-être à l'occasion, si tu l'as sur Internet ou sur... tu peux peut-être nous le faire circuler. Je pense qu'une partie des plus jeunes, notamment, n'ont pas idée du chemin qui a été parcouru à la communauté de communes. En tous les cas, merci d'avoir ramené ce document. Donc, si vous voulez bien, le premier point concerne des comptes rendus des décisions du bureau du 19 février 2013. Avez-vous des questions? Je vous remercie. Le point numéro 2. Mais là aussi, même si des fois nos débats ne sont pas très explicites, c'est parce qu'auparavant il y a eu des réunions de travail et que beaucoup de choses avaient été vues avant. Donc le point numéro 2 concerne un de ces points, notamment la prise de compétences aménagement numérique. Nous l'avons évoqué dans le DOB. Le budget retranscrira ce que vous aviez souhaité qu'il soit mis, mais pour ça, aujourd'hui, il faut que la communauté de communes prenne la compétence. Voilà. Donc ça, c'est la première décision, c'est ce soir, c'est le vote au niveau de la communauté de communes, et demain, il va falloir que très vite, vos communes transfèrent la compétence à la communauté de communes. Y a-t-il des questions? Mais je sais que c'est un sujet qu'on a souvent évoqué, oui, Bernard. Oui, donc à la page 7, il est évoqué, on note également la présence des réseaux câblés sur les communes de Cattenom, Vauban, Débine, Kölnfen, Entrange et Mondorf. Cependant, seul le réseau Cattenom supporte des offres d'accès sans pour autant offrir des offres triple paye qui font référence au national. Donc c'est une erreur. Actuellement, nous avons le téléphone sur le cadre de Cattenom depuis le 5 février 2013. Donc il faudrait modifier la phrase en disant seul le réseau de Cattenom offre des offres d'accès Internet et téléphone, enfin Internet, télévision et téléphone, supprimer pour autant offrir et garder entre parenthèses offres triple paye qui font référence au national. Je pense que Cattenom peut effectivement faire en sorte que d'autres communes puissent se raccorder sur ce réseau existant. Merci de cette précision. Y a-t-il d'autres remarques? Non. Donc si vous voulez bien, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 3. Je souhaitais juste vous donner cette information financière. C'est, vous savez, nous sommes quelques-uns ici dans la salle à aller aux différentes réunions de chantier. Et donc, je souhaitais que vous ayez les différentes informations. Donc, vous voyez qu'au niveau du budget, sur le PAT1, le PAT2 et le PAT2 bis, oui, je parle de la citadelle, mais je pense que chacun de mes collègues l'avait compris. Mais pas la télé. Donc, je le précise pour nos amis internautes. Aujourd'hui, le différentiel de ces trois marchés est de 467 000 € en faveur de la communauté de communes. Par rapport aux estimatifs. Il me semblait important juste de vous donner les différentes informations.
Donc vous avez vu que certains lots, notamment le PAT1 et le PAT2, on dépasse le plan initial, mais que le PAT2 est... Oui, c'est le 2 bis qui dépasse le coût initial, mais le 2 est bien en deçà de ce coût initial, étant donné qu'on est à moins 738 000 € sur le PAT2. Bon, voilà, donc au fur et à mesure que la CAO se réunira, de toute manière, vous verrez passer les différents avenants qui sont liés à ces différents PAT. Certains avenants sont déjà passés et certains ont déjà été évoqués. Voilà, moi j'en ai terminé. Je vais passer la parole directement à Michel Chibi pour qu'il nous présente le compte administratif. Mon cher Michel, moi je vous laisse. La délibération, le président sort de la salle. Je sors de la salle. Alors, je sortirai de la salle que pendant le vote. Et donc on va vous projeter les résultats du compte administratif 2012. Pour le budget fonctionnement, excédent cumulé est de 6 788 544,37 €. Pour le budget investissement, l'excédent cumulé est de 6 910 515,47 €. Pour l'équilibre des restes réalisés en dépenses et en recettes, il y a un déficit de 9 552 862,78 €. Pour les budgets zones, pour la zone d'Entrange, pour la section de fonctionnement, l'excédent cumulé est de 144 710,56 €, qui est égal au déficit cumulé de la section d'investissement. Pour la zone de Canfun, il en est de même. L'excédent cumulé et le déficit cumulé s'élèvent à 212 415,61 €. Pour la zone des Tanges grandes, en fonctionnement, en dépenses et en recettes, s'équilibre à 1 145 784,19 €. Le résultat cumulé est de 0. Pour la section d'investissement, le déficit cumulé est de 1 019 028,29 €. Pour l'assainissement collectif, nous avons un déficit cumulé de 478 717,91 € en exploitation. En investissement, le déficit cumulé est de 3 348 793,52 €. Concernant l'équilibre des restes réalisés, dépenses et recettes, il y a un déficit de 324 920 €. Pour l'assainissement non collectif, l'équilibre entre dépenses et recettes pour l'exploitation révèle un excédent de 19 151,10 €. En ce qui concerne le compte administratif 2012, le président doit sortir. Est-ce que vous avez des questions à poser sur ce compte administratif? Nous allons passer au vote.
Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va rappeler le président. Vous avez pris soin de ma santé. Président, il n'y a pas eu de question. L'unanimité a approuvé le compte administratif de 2012. Écoutez, je vous remercie et puis je remercie Michel qui suit ça de très près toute l'année, mais surtout les services et Christine Chimeno et maintenant son aide de camp, Mme Soppetti. Je peux vous assurer que la dernière semaine que Christine vient de passer était un peu dure. Donc, merci Christine et vous retransmettrez à l'ensemble de vos petites mains nos remerciements. J'associe toutes mes félicitations en public à Christine et à ses collaborateurs. Il y a le point numéro 4 bis qui a été rajouté concernant le compte de gestion 2012. Donc il y a une concordance entre les résultats des comptes de gestion et les résultats des comptes administratifs correspondants. Donc il faut l'approuver. Y a-t-il des questions? Non? Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 5 concerne l'affectation des résultats de 2012. L'affectation des résultats pour le budget principal. L'excédent de fonctionnement à hauteur de 2 642 347,31 € et l'excédent d'investissement de 6 910 515,47 € sont repris en recettes d'investissement qui couvrent ainsi le déficit des reports. Le solde de l'excédent de fonctionnement, soit 4 146 197,06 €, est repris en recettes de fonctionnement. On votera globalement à la fin de la présentation du rapport, si vous en êtes d'accord. Par contre, à la fin de chaque chapitre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir et à demander la parole. Affectation des résultats du budget d'assainissement collectif. Donc le déficit d'exploitation de 478 717,81 € est repris en dépenses de fonctionnement. Le déficit d'investissement, 3 348 793,52 € est repris en dépenses d'investissement. Les nouvelles dépenses sont couvertes par l'inscription d'un emprunt et de subventions. Pour le budget d'assainissement non collectif, l'excédent d'exploitation de 19 151,10 € est repris en section d'exploitation. Pour les budgets zones, pour la zone d'activité d'Entrange, l'excédent de 144 710,56 € est repris en recettes de fonctionnement. Le déficit d'investissement de la même somme est repris en dépenses d'investissement. Pour la zone d'activité d'Étanges-Grande, le déficit d'investissement ainsi que les dépenses nouvelles sont couvertes par un emprunt. Pour la zone d'activité de Plan Fun, l'excédent de 212 415,61 € est repris en recettes de fonctionnement. Le déficit d'investissement de la même somme est repris en dépenses d'investissement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc si vous voulez bien, c'est conforme à ce qu'on avait inscrit au DOB. Donc s'il n'y a pas de questions, on va procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Pour le point numéro 6, concerne le budget principal de 2013. Pour le budget principal, en fonctionnement, est inscrit une somme de 38 075 000 €. Je vous rappelle pour mémoire qu'en 2012, nous avions 32 906
32 905 000 euros. Pour l'investissement, une somme de 28 796 372 euros. En 2012, la somme était de 36 504 020 euros. Les différentes orientations ont été débattues lors du DOB. Tout cela a été repris. Le prélèvement est de 4 940 000 euros. Pour les dépenses prévisionnelles du fonctionnement, 38 075 000 euros. Vous avez la répartition selon les différents chapitres. Vous pouvez comparer avec 2012. Oui. C'est Bernard? Oui, c'est bon. Oui, en haut de la page 20, il est argumenté avec la nouvelle autorisation de programme sur 5 ans destinée à la prise de compétences en image numérique et les travaux débuteront par les communes les moins desservies du territoire. Cette phrase me gêne dans le sens où Cattenom, dans les OKV, va être donc repris par la commune. Il existe une possibilité, en dépensant environ une somme de 100 000 euros, de passer à 100 mégas. Mais Bernard, bien sûr, et on en avait discuté. Mais c'était dans l'esprit. C'était dans l'esprit, et hormis ce câble de cette fibre de 100 000 euros pour pouvoir rentrer, d'ailleurs, qui servira ensuite au restant du territoire à irriguer. De toute manière, cette phrase veut dire quoi? Veut dire que, hormis ces travaux-là, je pense que si, avec le contrôle de légalité, nous avons tout le retour pour le mois de juin, nous avons quand même décidé d'inscrire pour 2013 800 000 euros dans ce domaine-là. Donc moi, je souhaite, et il faut voir ensuite techniquement ce qui est possible, mais qu'on aille très vite emmener des solutions à ceux qui sont, et je pense à nos amis de Alain, ou des petites communes isolées autour de Puplange, à certaines zones de N30, à certaines zones de étangerande, et d'aller d'abord vers ces territoires-là où aujourd'hui on sait qu'il y a un très gros problème, étant donné que beaucoup de lignes sont sur des multiplexeurs. Et une ligne sur multiplexeur, c'est no accès à Internet, obligatoire. Donc voilà, la phrase là, en gros, veut dire ça. Et bien sûr, nous irons chercher directement ce lien avec la Gondonge ou Mont-de-Lange, je sais pas où juste. Voilà, de manière à pouvoir emmener le service à Cattenom, et ensuite, au fur et à mesure, on pourra irriguer les différents. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions là-dessus? D'autres questions? On va passer aux recettes de fonctionnement prévisionnelles pour 38 075 000 euros, donc qui équilibre les dépenses. Vous voyez que le montant sur les impôts et taxes. En investissement en dépenses nouvelles pour 2013, 14 277 419 €, hors le reste à réaliser. Donc nous sommes bien loin des 800 000 francs. En investissement recettes nouvelles pour 2013, 23 830 000 €, 282. Or, les restes à réaliser toujours. Je pense qu'aujourd'hui, et je regarde régulièrement les DOB et les votes des budgets des collectivités aux alentours, même de certaines collectivités comme des communautés d'agglo. Je pense qu'aujourd'hui, dans le nord mosellan, j'en suis quasiment sûr, personne
va dédier 23 millions à l'investissement. Alors, c'est un vrai pari, et je crois que c'est aussi une manière d'apporter notre contribution à la relance et aux problèmes des différentes entreprises. Mais pour cela, je souhaite quand même, et heureusement, monsieur le sous-préfet, le nouveau sous-préfet a entendu mon appel, il faut quand même, à un moment donné, que administrativement, dans ce pays et dans certains domaines, on aille quand même un peu plus vite. Je veux dire, moi je suis tout à fait conscient qu'à un moment donné, il faut signer des conventions avec France Télécom, et qui nous mettent 2 ans pour nous les signer, je trouve que ça fait long. Je trouve que c'est très bien d'aller faire des fouilles à la citadelle La Rodemack, mais que l'État mette en ordre de bataille ses services pour que nous ne soyons pas obligés d'attendre derrière tout ce système. Parce que le temps où on est bloqué, c'est du temps où les entreprises ne pourront pas travailler. Lorsqu'on ne peut pas, par manque de convention, enfuir les réseaux, non seulement c'est les entreprises qui interviennent sur l'enfouissement, qui sont décalées, mais c'est aussi celles qui interviendront sur la voirie, qui sont décalées. Voilà, donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être que l'emploi soit la priorité de tous. C'est bien beau de le dire, mais il faut faire en sorte tous les jours que cela soit possible. Voilà un tableau qui nous montre la part de chaque compétence de 2013 qui reste à réaliser ainsi. Donc en fonctionnement, hors prélèvement du FLJ et du FPIC, à gauche, et en investissement à droite. Oui, je pense que les tableaux, si vous ne les avez pas, nous pourrons vous faire parvenir l'ensemble du document. Donc c'est une projection d'investissement par rapport à chaque compétence, vous l'avez bien compris. Donc forcément, les voiries représentent beaucoup, mais les prises d'ouvrage déléguées, vous voyez quand même qu'elles représentent quasiment 17% du budget d'investissement pour la communauté. Sur la contribution foncière des entreprises, nous vous proposons de maintenir le taux à 17,16%, ce qui nous apportera un produit fiscal après prélèvement du Fonds national de garantie individuelle de ressources, de FNJ, de 7 563 366 €. Oui, donc vous savez qu'au niveau des lignes d'écriture, il y a 13 millions qui transitent par les comptes de la communauté de communes, mais on les prend et on les redonne directement à l'État qui les ventile dans les autres collectivités. La cinquième, comme j'avais souhaité au niveau des vœux, la cinquième et la première, à un moment donné, il va falloir qu'on regarde, notamment pour les entreprises de moins de 100 000 € de chiffre d'affaires, pour regarder comment on peut les aider, et cela peut-être alléger leur contribution. Aujourd'hui, ces petites entreprises qui sont quand même assez nombreuses sur le territoire souffrent quand même de la situation économique actuelle. Donc, il faudrait mettre en place pour 2014 un système où on allège un peu. En tous les cas, à l'inverse de certaines collectivités aux alentours, nous étions restés sur les bases qui se faisaient auparavant. La preuve, c'est qu'aucun chef d'entreprise ne s'est manifesté.
Voilà, donc c'est ce qu'on avait évoqué lors du DOB. On maintient les taux à l'identique. Nous avons déjà bénéficié de la dynamique que va engendrer le vote de l'Assemblée nationale, qui, eux, ont réévalué les bases. Et les bases ont été réévaluées de 1,018. Donc ça va déjà donner une petite dynamique et nous n'allons pas aller fonctionner autre chose, étant donné que dans d'autres domaines, notamment l'assainissement, et vous le savez, nous irons déjà à la rencontre de nos habitants pour leur demander un petit effort. L'ensemble des orientations du DOB ont été reprises, notamment l'inscription des enveloppes financières destinées à équilibrer exceptionnellement le budget d'annexe d'assainissement collectif pour 2 millions d'euros, l'ouverture prochaine du multi-accueil des Tanges-Grandes, à permettre l'acquisition de la partie périscolaire de la maison de l'enfant à Cattenom et adapter ce lieu pour accueillir 15 enfants supplémentaires au multi-accueil et touche à tout. À la gestion en régie directe d'un restaurant qui sera identifié dans le budget annexe lors du prochain conseil communautaire. Si vous en êtes d'accord, d'où la délibération qui aura lieu après. Adapter aussi en fonction des travaux réalisés en 2013 les autorisations de programme ERA sur VICC et Citadelle, et à la construction de vestiaires et à la transformation en synthétique du terrain de football à Boussy. Les crédits destinés à la réhabilitation de l'espace nautique vont augmenter, permettant d'améliorer entre autres le traitement de l'air. Il vous est proposé aussi d'approuver la création d'une autorisation de programme destinée à la prise de compétences en aménagement numérique et d'acter concrètement cette autorisation de programme par décision modificative. Enfin, suite à la proposition de la 4e commission, elle sera mise en place une simulation d'application de la redevance incitative sur un secteur du territoire. Alors, donc, de la même manière, mais nous l'évoquerons dans le détail après l'histoire du restaurant. La 4e commission, en quelques jours du vote du budget, s'est positionnée sur un investissement d'environ entre 120 et 150 000 supplémentaires à la réserve naturelle de Étangerand. De doter cet endroit d'équipes de bâtiments type filiode pour accueillir des classes. Alors les accueillir lorsqu'ils vont aller bien sûr à la réserve, mais aussi les accueillir lorsqu'ils iront à la rencontre des apiculteurs. Voilà. Donc cette dépense-là n'est pas actée dans le budget parce que le laps de temps entre la décision de la 4e, la proposition de la 4e et la mise en forme du budget était un peu trop court, mais nous reviendrons, et je reviendrai vers vous, et André Hens le présentera lors d'un prochain conseil communautaire, et bien sûr, nous mettrons en face à ce moment-là, si vous en êtes d'accord, les crédits nécessaires à travers un budget modificatif. Ce qui ne devrait normalement en matière financière pas poser de problème. Mais c'était un peu trop juste pour rentrer dans ce budget-là. Donc les gens de la 4e qui vous êtes positionnés sur ce sujet, ne croyez pas qu'il a été balayé d'un revers de la main. Il sera repris lors du prochain conseil communal. Voilà, donc Michel vous a un peu présenté toutes les différentes actions de ce point 6. Y a-t-il des questions? Là aussi, je pense que la mise en forme est
identique à nos discussions du VOE. Donc s'il n'y a pas de questions, oui Jean-Marie. Moi je te vois sourire. Non, c'est une boutade. Je voulais dire que si nous avions été moins timorés à la création du district, au lieu d'avoir un budget aujourd'hui 32 fois, donc 72 fois plus grand que celui initial, on en serait à 144 fois plus, si on avait doublé nos taxes à l'époque. C'est vrai. C'est vrai quand même que nous avons toujours été victimes des différents poids des finances aussi. Et il n'y a que la dernière fois où nous l'avions anticipé. Lorsque nous avons mis, souvenez-vous, lorsque on est revenu un peu dans l'urgence au mois de décembre, où nous avons pris la délibération pour aller sur le foncier bâti, nous avons donné quand même à la collectivité, à la communauté de communes, un sérieux coup de pouce. Alors c'est vrai qu'on a toujours le problème de nos propriétaires qui louent leurs appartements. Ils m'écrivent régulièrement, on en est conscient, mais voilà. Donc c'est... alors je vois plein de boutons qui sont allumés. Donc tout dans le poids de Émile... Il y a du bruit, c'est tout ça. Mais non, il y a un bruit qui, ça fait 2 ans que ça dure et je l'ai débranché, du coup ça bute. Ah. D'accord. Bon, donc si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres remarques sur ce point, nous allons procéder au vote. Est-ce que Mme la maire de Berg a fini de faire la technicienne? Donc est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le numéro 7 concerne le rapport collectif qui s'équilibre en recettes et en dépenses. En exploitation, à la somme de 5 199 331 euros et en investissement 10 103 911 euros. Je sais que le montant de redevance au 1er juillet 2013 a été approuvé par le Conseil à hauteur de 1,70 euros pour les habitants raccordés et épurés. Concernant le calcul de la contribution au pluvial, il est basé sur les dépenses liées à l'exploitation du réseau pluvial unitaire et séparatif sous VICC, aux amortissements et aux intérêts des emprunts des réseaux, taux respectifs de 35% et 50%. Le montant de la contribution au pluvial est arrêté à 473 857,41 euros. On ne peut pas pénaliser au-delà du supportable l'usager et le commun. La communauté versera une subvention exceptionnelle d'équilibre de 2 millions d'euros. Pour le budget assainissement et les dépenses prévisionnelles, en fonctionnement 5 199 331 euros. Vous avez la répartition devant les yeux. Alors attends, Jean-Marie veut peut-être intervenir. C'est simplement pour signaler que sur la page précédente, il y a une histoire de copier-coller où on ne vote pas le budget 2012 mais 2020. C'est juste. Mais pour les dépenses, on est bien revenu tout de suite en 2013. Non, mais je pense que c'est pour ça que tout le monde suivait. C'est vrai, je pensais que vous voulez souligner la générosité du budget général vers l'assainissement. Ça va de soi. Voilà. Donc, pour le fonctionnement recette prévisionnelle, même somme, 5 199 331 euros. Identité, comme vous le voyez sur la diapositive présentée. Ensuite, l'investissement des dépenses nouvelles pour 2013, toujours hors reste à réaliser, 6 041 597 euros. Et pour les recettes nouvelles, 9 700
311 €. En reste Je crois que sur ce point d'assainissement collectif, nous avons déjà fait le tour des tuyaux. Et je crois qu'on a vraiment réfléchi avant de proposer une solution. Aujourd'hui, je crois qu'il faut bien aussi faire comprendre aux habitants du territoire que lorsque on assainit à pas de souris, c'est nos cours d'eau que nous continuons à polluer plus longtemps. Et lorsqu'on voit les travaux qui sont réalisés par exemple par les deux syndicats, celui de la Bollère et de la Kissène, il serait quand même dommage de ne pas vouloir traiter ce dossier à grands pas. Alors oui, bien sûr, la protection de nos espaces naturels a un coût. A un coût, ce coût, on se le partage tous. Les communes, les usagers, et bien sûr la communauté de communes aussi. Alors Philomène, je ne sais pas, il y a de l'écho. Alors je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est pas trop fort? On demande à quelqu'un qui vient Oui. Non, mais... Donc voilà, par rapport à ça, ça demande des efforts certains. Et vous verrez dans l'édito du prochain, c'est comme ça. Je vais l'évoquer, je vais l'assumer, et j'aurai aussi un souhait. Le souhait serait que, je crois que c'est encore pire, M. Blair, si vous me permettez. Je pense qu'il y a toujours de l'ego. Non. Bon. Donc, le souhait, c'est que un état des lieux soit fait en 2017 ou 2018, et si à ce moment-là, dans le cadre du fonctionnement, si les investissements sont régularisés, peut-être ceux qui seront en ce même lieu à ce moment-là pourront revoir peut-être cette taxe à la baisse. En tous les cas, je le souhaite, il faut bien que nos populations comprennent que nous sommes obligés d'aller vite. Pour aller vite, il faut se donner des moyens. Pour se donner des moyens, nous y allons tous de notre contribution, les usagers, les communes et la communauté de communes. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à rajouter sur ce sujet. On l'a déjà vu tous en long et en large. Donc si vous n'avez pas de questions, on va procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Le numéro 8 concerne le budget d'assainissement collectif, non collectif. Alors, on vient au 31, en fait, bien entendu, il faut corriger, c'est le budget d'assainissement non collectif 2013. Donc, il est équilibré en dépenses et en recettes et en dépenses, en exploitation pour la somme de 96 000 €. Et conformément à un article du Code général des collectivités territoriales, la subvention d'équilibre de 58 862,55 € hors taxe maximum du budget général. Donc là aussi, vous l'aurez corrigé vous-même, c'est le budget ALC de 2015. Avez-vous des questions? Si vous n'en avez pas, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie.
Ah oui. Ah oui, pardon. C'est pour la zone d'étangement, équilibré en recettes et en dépenses en fonctionnement pour 1 672 790,19 € et un investissement pour 2 691 815,48 €. Bien sûr, ces budgets annexes sont équilibrés par le versement d'une subvention du budget principal et la question d'emprunt. Voilà, avez-vous des questions sur les budgets zones? Là aussi, c'est conforme à ce qu'on avait vu lors du DOV. Donc, si vous n'avez pas de questions, nous allons procéder au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Et le match doit vraiment vous intéresser, hein, parce que vous êtes tous très simples. Donc, si vous voulez bien, nous allons passer au point numéro 10, qui est la petite Carcassonne, car c'est de elle qu'il s'agit. Donc, le restaurant La Petite Carcassonne, comme je vous l'ai dit en préambule, depuis maintenant 3-4 ans, je ne sais plus au juste, et n'est plus exploité. Aujourd'hui, lorsque nous avons des gens qui viennent sur Rodemack, souvenez-vous, l'année dernière, nous avons dû mettre un distributeur à boissons dans l'hôtel. Il n'y avait même pas un endroit pour boire un verre. Et dernièrement, je déjeunais à midi à Mondorf, et voilà pas, donc là je vous parle du mois de février, voilà pas qu'arrive un couple, et que ce couple dit qui veut bien m'entendre, c'est quoi ce bazar? On vient de faire des kilomètres pour aller voir un des plus beaux villages de France, Rodemack, et on ne peut même pas y déjeuner. Et donc là-dedans, cette remarque a fait un peu tilt dans ma tête, et c'est pour ça que je me suis permis d'approcher M. Mantovani. Mantovani qui est le propriétaire de La Petite Carcassonne. Donc lui serait prêt à nous louer sur un salaire, sur un loyer la première année qui se situerait aux alentours de 1 200 €. Nous aurions par mois, bien sûr. Nous aurions bien sûr quelques petits investissements à faire, mais là aussi, il faut qu'on creuse un tout petit peu ce qu'il y a à faire. Nous recruterions du personnel qui, déjà, ensuite pourrait continuer dans notre restaurant à la Citadelle. J'ai également contacté Marcel Keff. Donc Marcel Keff est prêt à y associer son nom en nous aidant à établir différents menus, à nous conseiller dans la manière d'approcher le domaine de la restauration, qui pour nous est complètement nouveau. Et donc ça aurait le double avantage, d'une part de pouvoir satisfaire les touristes sur le site, de pouvoir nous-mêmes nous aguerrir par rapport à l'ouverture prévue en 2017-2018, et serait surtout pour moi le grand avantage qu'on puisse dès à présent, au niveau de l'Office du tourisme, aller lancer et relancer les tours opérateurs. Vous savez que dans ce domaine, entre le moment où on commence à les démarcher et où s'installe une certaine habitude pour eux, il va quand même se passer quelques années. Donc si on attend que celui de la Citadelle soit prêt, on aura un delta de 3-4 ans, que tout soit bien rodé. Donc d'aller louer la Petite Carcassonne dans un premier temps me semblait tout doucement mettre en marche des réflexes, mettre en marche aussi pour nous élus une vision des restaurants. C'est sûr que quand on lit les comptes rendus
de ce qui se passe à Budin, au restaurant Budin et tout ça, on peut à un moment donné se poser des questions. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut comment dire, essayer de se prémunir de toutes ces problématiques à travers la mise en œuvre de la petite Carcassonne. Et si on voit, à ceux qui seront là en 2017 ou en 2018, si on voit que c'est trop compliqué, rien n'empêchera de dire à la citadelle, il y aura juste la barre. Si pendant 3-4 ans, on voit que la mayonnaise ne prend pas, qu'on voit que le retour en matière de coûts de fonctionnement ne donne pas satisfaction, alors nous pourrons faire l'économie au dernier moment de l'achat du matériel de cuisine à la citadelle, de cet investissement-là, en disant on fait simplement un bar, on fait simplement, on a un endroit pour un trader, voilà. Mais je pense que d'y aller dès à présent, à travers l'opportunité qui existe à la petite Carcassonne, pourrait nous permettre de nous aguerrir et surtout d'avoir une vision globale de ce monde de la restauration. Oui. Alors, d'abord, qui c'est qui voulait réagir? C'est lui. Ah, c'est toi, Isabelle, pardon. J'avais une question. Est-ce qu'on sait pourquoi aucune initiative privée n'est intéressée à se lancer dans l'aventure? Parce qu'on peut se poser des questions, ça peut être inquiétant. On veut quand même faire de Rodemack le pôle central touristique du canton. Donc, est-ce qu'on sait pourquoi, jusqu'aujourd'hui, aucune initiative privée n'est venue sur Rodemack? Alors, de la bouche même de M. Montovani. Donc, tant qu'il avait le restaurant, il gagnait de l'argent. Simplement, là, il en avait un peu assez, appelons un chat, de travailler les samedis et les dimanches. Et donc, il travaille maintenant comme salarié au Luxembourg. Donc, dans un grand hôtel-restaurant du Luxembourg, où son travail consiste à établir les menus, à travailler en cuisine et à superviser une batterie de cuisiniers. Et donc, forcément, beaucoup de gens sont déjà venus le démarcher pour relouer la petite Carcassonne. Il n'en a pas voulu par rapport au projet. Il voulait quand même que le projet reste sur une restauration traditionnelle. Et à chaque fois, on est venu lui proposer des projets, même où on lui donnait plus que 1 200 € de loyer. On lui a proposé 2000, 2005. Mais il a toujours refusé par rapport au projet. Voilà de sa bouche l'explication. Et bien sûr, quand il a entendu que Marcel Keff nous donnerait un coup de main, nous guiderait, il a dit effectivement, parce que lui aussi il a gagné là-dedans quelque part. Moi, je souhaiterais qu'on agisse d'une manière... je vais être transparent avec vous. Pour moi, si on y va, il faut qu'on ait un bail de location. Mais avec une possibilité de rachat du bâtiment. Parce que je pense que si à un moment donné ça tourne, il y a de la place même pour 2 restaurants. Donc il faut qu'on puisse avoir une possibilité de rachat, mais où lui est gagnant. C'est que si jamais demain nous l'exploitons jusqu'en 2018, ensuite quand l'autre ouvre la citadelle, on dit maintenant tout compte fait, on ne va pas gérer celui-là, c'est mûr. Et son commerce aura repris une valeur qui aujourd'hui est en train de se perdre. Hein, la clientèle, aujourd'hui, il n'y a plus de clientèle attachée à la petite Carcassonne. Voilà l'explication, et je ne peux pas t'en dire plus, mais pour moi, Isabelle, je pense que de toute manière, si on intervient sur un menu où on va chercher même des professionnels, je veux dire, les gens aujourd'hui qui sont à la centrale nucléaire dans l'entretien des fonds,
Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent de la restauration sur le temps de midi. Je veux dire, oui, il y a les salariés de la communauté de communes, par exemple. Aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup d'opportunités sur le territoire pour aller en 1 heure déjeuner. Donc il y a réellement un manque. À Bayronne, c'est souvent plein. Chez Cordel, c'est souvent plein. Chez Haro, c'est full aussi à midi et c'est très bien. Voilà, donc aujourd'hui, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon il aurait été absurde si on ne croit pas, ou si on n'avait pas cru qu'il faille un restaurant à Rodemack, ça aurait été absurde d'en mettre un dans le projet. Donc si on l'a fait, c'est qu'on est quand même quelque part convaincu que de la restauration sur Rodemack, c'est un projet qui tient la route. Et donc voilà, c'était pour moi juste, et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous ce soir et vous le proposer, juste le fait d'amorcer la pompe touristique. Oui, Jean-Marie. Ouais. En fait, avec le nouveau métier travail au Luxembourg, on s'aperçoit qu'il y a une partie des forces vives du territoire qui s'en vont, malheureusement. Mais je dis même, et je suis pour cette location, il faudra bien réfléchir sur le moyen de l'exploiter, parce que tu le disais très justement, quand on voit un petit peu ce qui se passe au Moulin du Nord, il faudrait ne pas refaire les mêmes erreurs et bien réfléchir à la manière dont on va exploiter cette location, parce que si des grands chefs s'en vont parce qu'ils en ont un petit peu ras-le-bol, il faudra aussi que l'on trouve des gérants, je ne sais pas sous quel mode de fonctionnement ça marchera. Il faudra trouver des gens motivés qui accepteront de le faire tourner, je dirais, 7 jours sur 7. Alors, je crois qu'aujourd'hui, le positionnement communautaire était malgré tout, mais sur le personnel, parce que tu évoques le nom de gérance. Pour moi, ça doit être en régie. Pour moi, ça doit être la communauté de communes qui a son personnel. À partir de là, vous savez comment ça se passe, la DSP, les DSP, on connaît le système avec la piscine. Si demain on voudrait prendre la piscine une journée pour nous, je veux dire qu'il faut qu'on indemnise tout le monde. Là si après-demain, notre personnel, on veut fermer le restaurant parce qu'on veut faire une grande fête, et je dis n'importe quoi, laisser la boisson à des associations, je dis vraiment n'importe quoi, je veux dire, demain on peut le faire. Si c'est quelqu'un qui est en gérance, on peut pas, on devra lui faire un chèque pour la non-exploitation du site à un moment donné. Donc moi je suis pour le fait d'y aller en régie, d'autant plus qu'on a le projet à la citadelle. Le personnel ne sera pas perdu dans la nature, et puis si à un moment donné les choses ne se passent pas comme on le souhaite en 2018, on pourra toujours réajuster le tir. Et ce personnel communautaire, on pourra le mettre au bas, parce qu'à la barre, à la citadelle, il faudra toujours là. Oui, Gérard. Moi, je voudrais un petit peu compléter ta réponse et puis par la même occasion répondre aux inquiétudes légitimes d'Isabelle et de Jean-Marie. Par la réalité des choses, ces 2 restaurants, je les connaissais depuis longtemps. Je peux vous assurer que et la Petite Carcassonne et le restaurant des Vallis fonctionnaient très très bien et que les 2 propriétaires ont gagné beaucoup d'argent. La seule chose qui s'est passée, c'est passé 2 choses différentes dans les 2 cas. Dans le premier cas, M. Roctovani, comme Michel le disait à l'instant, à l'âge de 45 ans, il s'est posé des questions. Est-ce que je continue dans les mêmes conditions? Il commençait à avoir des problèmes de santé. Ou est-ce que je vais me faire, et il le dit ouvertement, est-ce que je vais me faire une retraite en travaillant 15 ans au Luxembourg? Son choix, il l'a fait. C'était dommage pour Rodemack, mais bon, je pense que ça peut quelque part se comprendre. En ce qui concerne les baillis, là également, le propriétaire a prolongé le plus longtemps possible, espérant que son neveu allait reprendre. Il a aujourd'hui 79 ans, donc ça veut dire qu'il a fermé à 77 ans. Et le neveu, pareil, il s'est posé des questions pendant des années,
Et à un moment donné, il a dit non, je préfère garder mon emploi salarié au Luxembourg, ce que je peux également comprendre. Donc ce n'est pas un problème économique dans les deux cas, c'est vraiment un problème particulier dans les deux cas. D'autre part, on s'est rendu compte, et en mairie, et tous ceux qui sont sur Roadmap, et principalement le tourisme, l'été dernier, il y avait énormément de touristes à Roadmap avec l'émission de France 2, et malheureusement, tant au niveau du personnel de la mairie que du personnel de l'office de tourisme, on avait tous mal au cœur, mal au ventre, on vient de leur dire, écoutez, les restaurants, allez à Mondorf, allez à Bayonne, allez à... Et je peux vous assurer que ça se chiffre, je ne sais pas, on n'a pas fait de statistiques, mais ça se chiffre en centaines de personnes. Donc je pense que si vous avez des inquiétudes du point de vue économique, je pense que les gens qui avaient l'habitude de venir à Roadmap au restaurant reviendront et d'autres clients commenceront. C'est quand même anormal, et ça c'est une situation économique de notre secteur, que lorsqu'on veuille aller au restaurant, on soit quasiment obligé d'aller au Luxembourg. Je trouve que c'est un peu dommage. Bon, il y a de très bons restaurants, mais moi je préférerais aller au restaurant de France, Vigange. Voilà. Mais l'aspect économique est vraiment aucun souci dans le groupe avec eux. Moi, j'aimerais aller assez vite sur ce dossier. Donc, j'avais demandé au service de se tenir prêt, si ce soir vous avez votre accord, pour ouvrir le 4 mai. Bon, le 4 mai, ça me semble un peu juste. Bon, on va dire le 5, mais... non, mais j'aimerais bien que pour le 1er juin, au plus tard, ça soit ouvert. C'est une location mur au mur ou avec plus d'intérêt? Non, alors justement, il faut qu'on fasse l'inventaire. Il peut nous laisser des choses qui sont dedans. La planche qui est neuve et tout ça, celle-là va rester. Il y a des appareils qui vont rester aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille. Pour l'instant, il n'y a que moi qui ai été. Tu vois, j'ai été faire un saut. Donc, là aussi, il va falloir qu'on regarde par rapport à des tables et des chaises. Soit il y en a encore. Oui, et dans les 1200, il y a aussi un logement. Donc ça veut dire que si à un moment donné on peut trouver quelqu'un et qu'on doit pouvoir le mettre à loger au-dessus, on peut le faire. Donc c'est avec le matériel. Donc moi j'ai rapidement vu la chambre froide, tout ça c'est en état. La planche, comme je le disais, c'est en état. Je sais qu'il faut changer le piano. Donc voilà, le piano, ça coûte 5, 6, 7 000 euros, mais bon, on aura aussi besoin d'un piano à la Citadelle. Donc, quelque part, c'est un investissement qu'on fait un peu par avance, qu'on anticipe. Voilà, donc pour moi, l'objectif, je vous dis, si vous voulez parler, vous appuyez sur votre truc. Voilà. Et donc, pour moi, l'objectif est d'aller essayer d'ouvrir le 1er juin. Pourquoi? Parce que forcément, il faudra que ça soit ouvert pour la fête médiévale. Il faut aller chercher aussi le touriste quand il est sur le site. Voilà, donc, non, c'est qui? C'est Patrick? C'est toi qui me la parole? Donc, moi, je voudrais aussi prendre en compte ce que tu as fait comme observation concernant les tours opérateurs. C'est vrai que ça prend toujours beaucoup d'inertie et que c'est quelque chose c'est autre chose que cette production immédiate. Ça, c'est pour travailler au moment d'ouverture véritablement de la Citadelle dans les années à venir. Donc, on fait de l'anticipation et ça, je pense que c'est vraiment un gros plus et qu'on récupérera plus tard. Ça, c'est vraiment un point autre que la production immédiate comme on le souhaite, qui manque. Et au-delà de ça, parce qu'ils travaillent par package systématiquement, ils font un voyage, ils font un pas, ils font des points de chute. Et ça, pour eux, c'est très très important. Je pense que ça, c'est aussi un point majeur dans cette proposition vis-à-vis de la petite carte. Monsieur Ordelli. De toute façon, il ne peut pas échapper, j'en suis sûr, pour ton ouverture du 2 juin, que la mise aux normes, c'est pas rien. Il est aux normes. Le restaurant est aux normes. Il y avait
la fille qui l'exploitait encore dernièrement avec... alors il y a 3 ans, 2 ans, Marina? 2 ans. Voilà, il y a 2 ans. Et donc, au niveau des services vétérinaires, au niveau de tout ça, en une semaine, elle avait eu toutes les autorisations. La commission de sécurité doit repasser. Oui, mais ça, c'est avec le maire de Rodemack. Ah, Et ensuite, pour ceux qui connaissent l'endroit, il y a une grande salle de restaurant, mais il y a aussi le café et une petite salle. Moi, si dans un premier temps, on arrive déjà à ouvrir le café et la petite salle, parce qu'il y a aussi un four à pizza, il y a des choses comme ça, donc si on peut faire très rapidement, ouvrir les portes et pouvoir commencer à servir, même ça sera déjà une bonne chose. Mais, monsieur Andély, je vous rassure, ça ne m'avait pas échappé, la commission. j'en étais sûr. Y a-t-il d'autres questions sur ce point? Donc, est-ce que quelqu'un est contre le fait de s'engager dans ce projet? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie et je pense qu'on a pris une bonne décision. Voilà, le 11e point, je vais passer la parole à Vili pour nous présenter, nous dire en 2 mots un peu l'avis de la cinquième sur le DO. Bien, j'ai le privilège de conclure le point numéro 11. Vous voyez, c'est marqué d'hiver, bien qu'on soit au printemps, mais avec un temps d'hiver. Alors l'objet, c'est la contribution du territoire à l'élaboration du document d'orientation et d'objectifs. En clair, production de logements locatifs sociaux dans le cadre du SCOT. Lors du séminaire du SCOT du 20 mars 2013, il a été demandé aux élus de proposer des objectifs de production de logements locatifs sociaux à inscrire au SCOT pour leur territoire, afin d'en débattre en comité syndical le 9 avril 2013. Nous concernant, 2 hypothèses sont proposées. Hypothèse numéro 1, 23 logements par an sur 15 ans. Hypothèse numéro 2, 29 logements par an sur 15 ans. Ces logements seraient produits sur toute opération de plus de 20 logements ou d'une superficie supérieure à 2 hectares. La 5e commission aménagement d'espace, développement économique et relations transfrontalières, réunie le 28 mars 2013, propose au Conseil communautaire de retenir la proposition de construction de 23 logements par an sur 15 ans et d'affirmer le souhait de la CCCE de laisser ces 20 communes se mettre d'accord sur un projet global de production des logements sociaux à l'échelle du territoire. Création de zones d'activité commerciale, ZACOM, toujours dans le cadre du SCOT. Les ZACOM ont vocation à accueillir des commerces dont la taille et l'importance des flux qu'ils génèrent ne peuvent s'implanter dans l'enveloppe urbaine. Lors du séminaire SCOT du 20 mars 2013, le principe du développement du commerce hors enveloppe urbaine existante ou future a été abordé. Il devra proposer soit le regroupement de l'armature commerciale au sein de projets mixtes résidentiels, commerce ou commerce-tourisme, soit la création de parcs commerciaux hors ZACOM, hors enveloppe urbaine. La 5e commission, aménagement d'espace, développement économique et relations transfrontalières, réunie le 28 mars 2013, propose au Conseil communautaire d'acter qu'il n'y a pas lieu de mettre en place de ZACOM sur le territoire communautaire, celle-ci étant dédiée aux zones urbaines agglomérées. Voilà, mes chers amis, les propositions du comité de la 5e commission. Alors, si vous voulez bien, moi je vais un peu revenir sur ce sujet. Pour vous dire à quel point il me préoccupe, ce matin j'étais encore dans les locaux du SCOTAD parce que pour moi il y a certaines incompréhensions. Alors, je crois que c'est clair, c'est nécessaire, c'est utile que une réflexion s'engage par rapport à l'utilisation des terrains agricoles. Depuis quelque temps, effectivement, beaucoup de terrains agricoles disparaissent. Donc c'est vrai qu'en tant qu'élus, en tant qu'aménageurs, nous devons aussi protéger cette activité.
Mais je crois que aujourd'hui, il y a quand même des problématiques que le bureau d'études, et dans le cadre du SCOT, des problématiques qui n'ont pas été prises. C'est les schémas d'assainissement. Je veux dire, aujourd'hui, alors je parle de mémoire et je vais peut-être me tromper à 100 logements près, hein, mais c'est juste sur le principe. Bon, aujourd'hui, vous connaissez le prix qu'on paye pour l'assainissement des villages de Échrange et de Volmerange-les-Mines. Donc, quelque part, on paye pour, j'arrondis, pour 5000 équivalents habitants, et ils sont au maximum à 2700 ou 2800, les deux villages confondus. Je veux dire, ça veut dire que si on est à 5000, nous payons, la communauté de communes paye à chaque fois pour 2200 équivalents habitants qui ne consomment rien, vu qu'ils n'existent pas. Et au Luxembourg, on paye 2,34 €, je crois, de mémoire à la STEP. C'est ça à peu près, Pascal? 32 2,14. Combien 2,14. Non, 2,14 c'est mon ordre. C'est 2,32 ou 2,34 la STEP de Bétancourt. 2,14 c'est mon ordre, ça j'en suis sûr. Et donc, par rapport à ça, vous imaginez, on prélève 1,70 € déjà, en temps normal, et on en paye 2,34 €. Donc déjà là, il y a le premier souci. Mais si on superposait tout ça, et si on réfléchissait en matière d'aménagement, mais il faudrait que nos deux communes, d'Échrange et de Volmerange, les mines, se débrouillent et fassent en sorte qu'à horizon 15 ans, ou le plus tôt possible, il y ait 2200 habitants supplémentaires sur leurs deux communes. Par contre, le SCOT ne réfléchit pas à ça. Le SCOT a réfléchi à des bourgs-centres étant des pôles d'excellence ou qui sont étangerants des Cattenom. Alors, on connaît les problématiques de Cattenom. Entre la Moselle d'un côté, le rayon de 2 km de l'autre. On sait qu'à Étangerande, l'assainissement à un moment donné va aussi avoir ses limites. Donc, quelque part, pour moi, il y a un non-sens. J'étais le dire ce matin au niveau du SCOT, parce que je crois que c'est vraiment important qu'on ait une autre approche. Comment va-t-on gérer le fait, parce qu'il y a deux données dans ces schémas. Il y a d'une part un certain nombre d'hectares de terrain que nous ne pouvons plus consommer, et on ne traite pas les dents creuses dans le dossier, et il y a un nombre de logements. Mais moi, pour vous dire, je suis déjà vigilant sur ce qui se passe avec les uns et les autres dans les différentes steppes pour que chacun reste dans son nombre d'équivalents habitants. Mais qui va aller voir et qui va un peu réguler le fait de dire celui-là il respecte ses nombres de logements et celui-là et compagnie. Donc ça veut vraiment dire qu'aujourd'hui on a quand même un flou. Il y a des problématiques qui sont pas réglées. Alors, je pense qu'on essayera de mettre en place des stratégies ici, parce que là on est vraiment sur de l'aménagement du territoire. Certaines communes qui n'ont ni accès à des steppes ou qui ont des steppes limitées, qui n'ont pas de cours d'eau, je veux dire, ils vont se développer comment? Ils vont plus pouvoir se développer. Comment va avoir lieu la répartition de ces sur la fourchette haute, de ces 2800 logements à horizon 15 ans pour le territoire de la communauté de communes? Donc je crois que là aussi, il va quand même falloir
avoir une réflexion, à part l'instance communautaire. Alors, moi, ça m'embête. Hein. Je veux dire, ça embête le maire de Zougane que dans un domaine, dans une compétence qui n'est pas la sienne, quelqu'un vienne s'y mêler. Je veux dire, moi, je n'ai pas eu besoin d'attendre qu'une loi vienne s'imposer, ni à travers la SCOT, ni autre chose, pour qu'on fasse et des logements sociaux, et qu'on fasse attention aux terrains agricoles qui soient pris, et qu'on fasse, conformément à la loi de 2001, la loi SRU, de la mixité en matière d'habitat. Bon, moi, ça me gêne. Et quelque part, il va bien falloir une instance, un endroit où quelqu'un, avec l'ensemble des 20 communes, enchaîne la discussion. Donc si on ne veut pas qu'elle sorte du territoire et qu'elle soit portée par d'autres que nous, je pense que je vous proposerai que ces discussions, nous l'ayons dans cette instance communautaire. Mais pour moi, il y a encore un grand flou, parce qu'à un moment donné, alors je leur disais, vous savez, ceux qui étaient aux réunions, ils parlaient des parcelles de 4 A dans le cadre du Grenelle et tutti quanti. Mais en fin de compte, quand on creuse un peu, c'est du pipeau, entre guillemets. Si Étangerand construit une tour de 200 mètres de haut, mais 800 logements, et bien à Zougane, au prorata de l'espace que lui aura utilisé, je pourrais faire des parcelles de 6 arbres ou de 7 arbres. Qui va déterminer ça? Non, je ne parle même pas du plus communautaire. Je veux dire, voilà, qui va déterminer ça? Président, il va falloir agir très très vite parce que l'échéance est à la fin de 2013. Et le SCOT sera normalement voté décembre 2013 et opposable en 2014. Mais, et je me suis renseigné là-dessus, les communes auront 3 ans pour mettre leur plus en conformité. Donc ça veut dire que jusqu'en 2017, non, 14, 15, et 16, d'accord, jusqu'en 2016. Mais aujourd'hui, par exemple, le SCOT du secteur de Épinal, 3 ans après, il n'a que 70% des plus en conformité. Donc on est vraiment dans une grosse problématique. Et je souhaite, parce que je pense que ce type de réflexion va quand même devoir être alimenté. Je pense qu'on nous inviterons Schreiber, le bureau d'études, et que avant les vacances de juillet, nous reverrons une soirée sur ce thème-là. Je crois qu'il nécessite absolument qu'on s'y attende. De la même manière, comment va-t-on gérer les logements sociaux? Je veux dire, est-ce que les logements sociaux, on va considérer qu'il faut les faire, n'importe quoi, je vais rentrer, mais juste à Étanges, ou juste à Volmerange et Cattenom? Ou est-ce que chacun d'entre nous va porter des logements sociaux? Nous, à Zouf, nous en avons aujourd'hui 15. Pour une petite commune, je pense que c'est pas mal, et je ne suis pas sûr qu'à part peut-être des grandes communes, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une autre qui en ait autant que nous. Donc je vois mal aller en faire encore 10 ou 15 ou 20 de plus. Voilà. Donc cette discussion-là devrait être aussi. Donc la 5e a acté qu'on prenne le développement à minima, hein, c'est-à-dire l'option des 23 à la place des 29. Bon, mais par contre, il va falloir qu'on se pose rapidement les bonnes questions de manière à ce qu'on puisse inscrire dans le cadre du SCOT peut-être des choses, vous voyez, comme j'ai évoqué Écherange, Volmerange pour l'assainissement, peut-être que le quota de Écherange et Volmerange doit être un peu gonflé par rapport à ce que le bureau d'études appartient. Mais après, il faut aussi que les élus de Volmerange nous disent
nous disent d'une manière définitive s'ils y vont ou pas. Puis s'ils n'y vont pas et si on le sait, alors il faut peut-être aller voir nos amis luxembourgeois et peut-être essayer de renégocier à la baisse notre nombre d'équivalents habitants sur la steppe de Bétambourg. Donc voilà, il va falloir quand même qu'on se pose de sacrées questions. Alors c'est sûr que les communes qui ont du lagunage vont avoir une certaine souplesse pour pouvoir accueillir des nouveaux logements. Souplesse que les autres n'auront pas. Donc là aussi, comment nous allons nous répartir ces différents développements. Même si Béni, vous avez demandé la parole? Ah, c'est Lily, peut-être. C'est toi, Béni, qui demandé la parole. Non. Vous êtes troublé par les tripotages de Tout à fait. Micro, vous avez des drogues de pratique en cinquième. Bon, écoutez, voilà. Moi, je souhaite vraiment qu'on se revoie en mois de juin pour qu'on évoque ça. Donc, je crois qu'il n'y a pas à délibérer, c'est un contact, c'est une information. Donc la proposition de la cinquième sera faite au niveau du SCOTA sur le développement. L'option la moindre. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut rajouter quelque chose ce soir? Sinon, nous allons lever la séance et les amateurs de foot, avec un peu de chance, pourront rapidement voir la première mi-temps. Mais pour ceux qui restent, on pourra toujours continuer à partager le verre de l'amitié et les casse-coups. Donc, mesdames, messieurs, bonne soirée.